jeudi 9 mars 2017, je reprends cette exploration que j'ai appelée exploration intime, extime, dans un cadre que je veux un peu plus large ou un peu plus étendu. J'avais déjà commencé, donc j'étais à 4 ou 5 explorations, et finalement je m'étais arrêté. Là je reprends, j'ai appelé ça chantier. Un chantier, ça veut dire un travail un peu qui n'est pas tout à fait, qui ne peut donner sa véritable dimension et apparaître et être appréhendé qu'à la fin, étant donné que c'est par morceaux, par palier, par partie. Et évidemment, c'est un travail, un chantier, ça peut rester en l'état, ou ça peut aussi déboucher sur quelque chose qui n'était pas prévu. En tout cas, on essaie de gérer ça au mieux. Donc, exploration intime, extime. Je reprends un peu pourquoi l'extime, c'est dans le sens où ce qui est intime va quitter la sphère, donc sa sphère d'origine, pour aller devenir un peu de l'extime, pour aller se produire en extérieur, pour aller s'exposer. Et donc, l'intime est par essence, d'une certaine façon, ce qui ne doit pas être révélé, ou alors révélé de façon parcimonieuse. Là, si on fait de ce qui est intime, si on en fait une sorte de choses partagées, ça quitte cette sphère-là définitivement, et il n'a plus peut-être droit à cette appellation. Je ne sais pas, je me pose la question. En tout cas, c'est par rapport aussi à soi-même qu'on entreprend ce chantier. Dans le sens où, des fois, on a une idée un peu, un peu particulière sur ce qui est l'intime de soi. Et finalement, on se rend compte que ce n'était que la première dimension de l'intime. Donc l'intime serait pluridimensionnel. Et une fois qu'on a eu accès à une dimension, il faut attendre de pouvoir pénétrer et accéder à la dimension d'après. Donc il reste toujours des strates d'intime qui ne se révéleront pas, quoi qu'on fasse, parce que ce n'est pas disponible en esprit, parce que c'est des choses dont on ne se souvient pas. Ce n'est pas obligatoire ici d'utiliser le terme de refouler. Et malgré tout, malgré cette peut-être volonté de s'exposer, entre guillemets, il y a une rétention, que cette rétention soit très, comment dire, très forte, ou qu'elle soit relativement discrète. Nous faisons, quoi qu'il arrive, nous faisons le contrôle, même quand on essaie de donner l'impression qu'on va vers une forme d'exposition totale. Donc l'intime de soi, puisque je me suis nourri un peu de ce que je viens d'entendre à la radio, et il y avait cette difficulté que rencontrent certaines personnes dites de culture, de double culture ou double affiliation, peu importe, dans ce qu'on peut appeler le rapport à soi, de ce qui est devenu une sorte de parcours imposé. Et il faut aller à la rencontre
de soi-même en faisant un travail, en faisant là, et donc ces personnes issues d'une origine qui n'est pas française, comme on dit, pour parler très vite, et rencontrent une difficulté à faire, d'une certaine façon, à faire, à accepter de devoir faire appel à un spécialiste de l'écoute. Et il y a une réticence forte à confier cette chose qu'ils considèrent comme non partageable avec généralisable. Il n'y a pas une personne qui constitue qui constitue la de par des règlements non écrits, la seule qui serait la seule à pouvoir comment dire, à pouvoir en fait exercer cette fonction. C'est-à-dire, je vais essayer de parler un peu plus clairement. Je viens vers quelqu'un et je commence à parler de moi. Il y a souvent, on a en France ce problème très, très, très net, très clair. Là, il s'agit d'un problème très récurrent. Je parle à quelqu'un, je parle et je peux avoir l'impression qu'il ne m'écoute pas, qu'il m'écoute qu'au bout d'un certain temps, il décroche. Si je parle dans le même registre, j'ai plus de chances d'être écouté. Si je parle en ayant des références un peu extérieures, que je l'engage dans le fait de... Je l'engage à me suivre dans ce rappel de ce qui me différencie de lui, là, il suit moins. En tout cas, il y a comme le travail de confrontation face à l'autre se fait de façon parallèle. Il y a comme un échange, presque un échange intéressé. Tu m'écoutes pendant un moment, je t'écoute, et en fait, il n'y a pas la rencontre. C'est ce qui pose problème, il n'y a pas la rencontre. Et il y a aussi un problème accessoire, mais néanmoins important, c'est quand il y a un début de rencontre, il n'y a aucune certitude que cela puisse perdurer, s'amplifier, etc. Il peut y avoir, et à ce moment-là, on est entraîné à douter de sa propre perception. On se pose la question, si on n'a pas été un peu dans la projection et qu'en fait, si on n'arrive plus à lire les signes, si on n'est pas devenu aveugle pour ce qui concerne les signes et les signaux et que diffuse l'autre. On croit que l'autre nous suit, en fait il ne nous suit pas, il a fait semblant, mais en fait il était tout à fait en dehors de notre... il était tout à fait... il était tout à fait... Il s'est mis dans une position extérieure, mais complètement extérieure, mais il donnait l'impression de s'intéresser par, je ne sais pas, par politesse, je ne sais pas, par simple, par jeu. Peut-être on va dire qu'on par jeu, il y a des gens qui auraient peut-être ce plaisir à faire croire à l'autre qu'ils le suivent dans ces diverses surconvulsions intellectuelles ou personnelles et introspectives, voilà. Donc j'arrive pas à être très clair, c'est pour ça que le terme de chantier convient bien, parce qu'il s'agit de choses qui sont un petit peu comme ça exposées sans qu'il y ait obligatoirement une structuration tout à fait forte et rigide.
on peut déplacer, c'est un chantier qui est en permanence déplaçable, qui peut être déplaçable sans problème. On peut, on peut en prenant les matériaux, les changer. C'est un chantier en perpétuelle transformation et réorganisation. Donc il faut pas avoir peur de ne pas être tout à fait dans des formes d'expression très claires, avec une linéarité, avec une progression très un peu une progression, tout ce qui est de plus aisé à suivre. Peut-être un petit peu dans la non, peut-être un peu dans la, on peut produire un peu de discours non pas obscur, mais un peu difficile, et un peu, ça peut poser problème pour suivre. Donc l'intime de soi, voilà, quand on s'approprie ce terme, qu'est-ce qu'on peut en faire? L'intime de soi. Un peu comme l'intime conviction. Qu'est-ce qui est l'intime de soi? L'idée intime, l'idée profonde, l'idée véridique d'une certaine façon, qui, qu'on se fait de soi-même sans essayer d'introduire de la à peu près d'introduire de la comment dire, sans essayer d'introduire de la tous ces artifices qui essaient de ménager l'expression pour qu'elle ne soit pas prise pour ce qu'elle n'est pas prise au premier degré, toutes ces précautions verbales, etc. Parce qu'on tient à être, malgré si on doit avouer quelque chose qui risque de nous mettre en difficulté, malgré tout, essayer. La contradiction, c'est dire je vais pas bien, je ne m'aime pas, et en même temps, par exemple, c'est juste un exemple, et en même temps, j'essaie de conserver de l'auto-estime et suffisamment d'auto-estime pour pouvoir réagir en cas dans le cas où l'autre se saisit de ce qu'on vient de lui dire pour essayer de l'utiliser contre nous. Donc finalement, il y a un problème. Donc l'intime de soi, c'est juste pour entamer ce chantier. Je n'ai pas tellement d'idées très claires sur la question. Donc l'intime de soi. L'intime de soi, d'une certaine façon, il est dans l'idée d'exprimer une certaine difficulté à comprendre. Malgré tout ce que je fais, moi par exemple, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, c'est pour essayer de comprendre. Et malgré tout, comprendre qui réellement je suis et qu'est-ce qui fait que j'agis de telle ou telle façon. Qu'est-ce qui est réellement et comment y a-t-il des choses que j'ai mis de côté qui sont très actives, qui sont qui me font faire ou ne pas faire, qui sont à l'origine de mon immobilité, de mon immobilisme et de mon incapacité à m'intégrer à un groupe, à une société, à un ordre d'idées, etc. Et voilà. Donc,
pour essayer de structurer cette parole, je dirais que il y a une progression, ou il y a un stade plutôt, qui nous amène à avoir foi en nous-mêmes. Cette foi, cette conviction que ce rapport que nous avons à nous-mêmes, qui peut varier, mais qui va rester assez égal à lui-même. C'est à partir du moment où nous perdons toute considération pour nous-mêmes, non que parce que nous manquons d'estime, mais parce que nous rendons compte que nous n'avons perdu les moyens d'agir sur notre vie, que quand nous faisons quelque chose, c'est uniquement par réaction, que nous ne sommes jamais à l'initiative de quelque chose, mais que nous faisons que subir, réagir, peut-être surréagir, que nous sommes devenus une sorte de façon des sujets sur lesquels s'exerce le pouvoir des autres, et que nous n'avons aucun moyen de sortir de cette situation qui évidemment éveille en nous des sentiments de malaise et d'insatisfaction et de révolte silencieuse, et ainsi de suite. L'intime, souvent tout à l'heure, donc il y avait Abdullah Taya qui parlait, et donc il parlait de son rapport psychanalyste, le fait qu'il n'a pas rencontré le bon psychanalyste. Et d'une certaine façon, si jamais nous sommes face à un psychanalyste, et il y a comment dire, une volonté, un désir de séduction d'une certaine façon. Il y a un désir de parler d'une certaine façon. Malgré tout, il y a nous essayons d'installer un rapport équilibré, qui ne soit pas... nous essayons de ne pas être identifiés comme des êtres en souffrance. Et que si nous sommes en souffrance, c'est uniquement passager, c'est uniquement... Alors, le problème, c'est quoi cette histoire avec la psychanalyse, avec tout ce merdier? C'est que cela essaie de faire de nous des êtres spécifiques, des êtres à part, des êtres qui ont une histoire qui leur appartient. C'est comme si je prends quelque chose, et pour faire une expérience, je dois découper, je dois couper, je dois désagréger, je dois enlever un élément, et c'est cet élément que je vais mettre, que je vais analyser, peu importe le type d'analyse que je vais pratiquer, et c'est un élément, mais un élément qui était auparavant intégré à un ensemble. Malgré tout, il était dans une certaine unité. Et la psychanalyse essaie de faire émerger un individu. Essaie d'une certaine façon d'isoler un individu. Les autres, ce n'est pas vous. C'est vous qui êtes intéressant par les autres. Parlez de vous, ne parlez pas des autres. Parlez de votre histoire. C'est votre histoire. Et d'une certaine façon,
on peut être amené à aller dans ce sens parce que on est un peu, on est un peu amoureux de son propre récit. Et à certains moments, quand l'occasion nous est donnée, on essaie de nouveau, on essaie de, de raconter, enfin de développer ce récit autant que possible. Et la psychanalyse, voilà, ce récit, bon, avec un temps, il y a la limite du temps, la limite, je ne sais pas, 20 minutes, 25 minutes, il y a quand même une limite. Mais pendant cette limite de temps, on peut entrer en expansion. L'expansion d'un psychisme. Évidemment, il y a, voilà, donc c'est ça l'histoire de l'intime, il y a une limite, la légitimité de l'existence d'un intime. Il n'y a pas de problème. Intime, vous avez une histoire intime, vous avez des pensées intimes, vous avez un imaginaire intime, vous avez des références intimes, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez d'intime. Seulement, ce n'est pas cet intime qui doit devenir, il ne doit pas devenir opérant au point qu'il déteigne de façon complète sur vous, de façon complète. Il faut lui donner une place à part. Je pense que j'ai perdu la capacité de parler, je souffre un peu, mais je vais m'accrocher. Donc là, l'idée est que, comme si l'être devait entrer en expansion. Est-ce que je l'ai déjà dit? Je ne sais plus. En tout cas, en expansion. Vas-y, prends le temps qu'il faut, toujours 20 minutes, pas plus de 20 minutes, et prends ce temps et vas-y, enfle. Non, ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas que je voudrais enfler, c'est comment opérer cette rencontre entre moi et le monde. Comment faire en sorte que cette rencontre soit réussie, qu'elle soit profitable aux deux. Je fais partie du monde. Mais comment faire en sorte que cette appartenance soit productive, soit productrice d'un sentiment de bien-être. Je fais des choses en direction des autres, cela j'en retire un sentiment de bien-être et c'est cela qui me nourrit. Ce n'est pas ce que j'obtiens pour moi-même directement, pour mon propre bénéfice. Ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce que je mange, ce n'est pas ce que je regarde, ce n'est pas ce que je porte. Cela est, ne me, ne, peut-être pourrait m'apporter une certaine satisfaction, mais ce n'est pas ça qui est mon but. Mon but, c'est de trouver comment créer de la satisfaction à partir d'une interaction. Et d'une interaction qui dépasse mon être, et etc., etc. Je fais cela mal, j'arrive pas à me concentrer. Je suis ailleurs, et voilà, donc d'une certaine façon, quand on est un peu dans l'ailleurs, à un moment donné, il y a des paroles, et il peut y avoir comme ça, on pense qu'on va avoir une parole, et on se retrouve un peu en errance, voilà, un mot que je voulais utiliser, l'errance. Errance, et on se retrouve, errance, et le terme erratique qui lui est proche. Donc il y a un côté erratique, et alors qui m'a appris cette je ne sais pas si on peut appeler ça interjection, et alors? En tout cas, et alors? Qu'est-ce que ça change finalement?
Ça peut être un peu l'état d'esprit d'un bouddhiste ou d'un psychanalyste. Donc, peut-être que dans cet état d'esprit, cette façon de voir les choses, cette façon de réagir, peut-être qu'ils se rencontrent. En tout cas, il y a une difficulté à, à, à reprendre cette exploration de l'intime extime. Il y a, euh, on peut dire qu'il y a une façon de faire qui consiste, qu'il ne s'agit plus d'intime ou d'extime, il s'agit d'une sortie du monde. À un moment donné, on n'arrive plus à être dans le monde, à être à faire partie de ce monde. Et la seule manière de survivre qu'on peut trouver, c'est d'être dans une extériorité à soi-même et une façon de ne plus ressentir les effets de tel ou tel stimulus. On est dans une sorte de bulle, mais ce n'est même pas le terme de bulle qui convient, c'est les choses les plus dures, les plus extrêmes ne me touchent plus. J'ai acquis cette capacité et ce qui me faisait réagir, surréagir, a disparu. Les choses qui, il y a quelques années, m'auraient mis dans un état, un état tout à fait excessif, ne me font plus cet effet. Un peu intime conviction, en sens où il n'y a nulle part où fuir, où aller se réfugier. Quelle que soit la parole que vous allez tenir, quel que soit votre partenaire, vous êtes définitivement condamné à faire les choses de façon unique, de façon individuelle, et à ne pas les faire même, à ne pas les faire, à ne plus être. Tout vous ramène à cette chose, vous n'existez pas. Vous êtes dans une irréalité que rien ne peut venir contester. Et qu'est-ce que je voulais dire parler d'intime dans ces conditions paraît presque superflu quand on a laissé tomber toute prétention à quoi que ce soit. La seule chose, c'est que la seule chose à laquelle je suis parvenu, c'est que je n'ai rien à défendre. Alors, intimement, je n'ai rien à défendre. Ni une vision, ni une conviction, ni une doctrine, rien à défendre. Ni une patrie, ni un système de pensée, rien. Je ne me revendique de rien. Si le rien peut exister, je confirme, quand je dis le rien, le néant, je confirme qu'il existe quelque chose dont je me revendique. Non, je n'ai pas de... et ça, c'est une réalisation intimement. Je suis convaincu que tout cela, tout ce qui peut avoir, tout ce qui peut exister, tout ce qui peut avoir existé, ne sert à rien pour essayer de régler ma situation ou la situation d'un certain nombre de personnes qui se trouvent à peu près devant, qui se trouvent qui doivent, certains me semblent, qui doivent supporter une réalité approchant
la mienne. Il y a toujours des petites nuances, des variations, et donc voilà. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit finalement? Une fois qu'on s'est positionné hors de toute, toute tout système de pensée, tout symbolisme, tout système de référence, une fois qu'on a quitté, il reste quoi? C'est ces choses qui font que il reste un rapport au corps. Oui, voilà, un rapport au corps. Je ne sais pas quelle a été les choses qui me restent en tête, c'est l'état Lénine qui a été réduit au silence par la maladie à la fin de sa vie, une année ou une année et quelques avant qu'il ne meure. Et Freud qui a été touché par un cancer qui l'a tué. Il y a à un moment donné, voilà, on sait qu'on va s'absenter. Ça ne va plus être visible, même si par ailleurs on peut être déjà souffrir d'une certaine invisibilité de son vivant, mais on peut devenir encore de façon carrément définitive, invisible. Et nous le savons. Nous le savons, voilà, nous savons que nous sommes dans cette, dans cette comment dire, dans cette, ce n'est pas une obligation, cette progression, je ne sais pas comment dire, nous n'avons pas d'autre alternative, mais on peut être aussi déjà amoindri, et donc n'importe qui a parlé, n'importe qui a fait, que ce soit au niveau de l'organisation sociale d'un pays ou que ce soit au niveau de l'organisation psychique d'un individu, quel que ait pu être son domaine d'action, quel que pu être ses apports et son importance, puisque ces deux êtres sont importants, mais il y a la maladie, qu'il y a un corps qui se trouve là, qui se trouve avec lequel on ne peut pas entamer un dialogue. Autant on peut gérer certaines situations psychiques en faisant appel à peut-être à une certaine absence, on peut s'absenter de soi-même pour ce qui est de sa réalité psychique, mais pour ce qui est de la maladie, il n'est pas possible quand le corps vous oblige à vous oblige à avouer, à faire, non pas à demander pénitence, mais quand le corps vous dit je vous emmène, quoi que vous fassiez, je vous prends et je vais vous amener de façon un peu non pas précipitée, mais de façon un peu prématurée, je vous amène là où vous allez là où vous allez devoir tout abandonner. Et je n'ai pas réussi à traiter cette première tranche de ce chantier comme j'aurais voulu. C'est un peu n'importe quoi. Cette reprise en contact avec la proposition n'a pas fonctionné. Voilà, il y a un problème, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et il y a une tactique ou il y a une technique, c'est de faire de son échec, d'en faire plutôt
une bonne chose. On essaie de faire en sorte que l'échec il ne soit pas réellement un échec, mais qu'il nous donne envie soit de faire mieux, soit de le en faisant en faisant acte d'aveu, en avouant l'échec, et on va pouvoir aller au-delà et en fait finalement dépasser et effacer cet échec. On peut faire cela. Un échec est aussi une forme une forme de prise en contact avec un réel. Il y a une difficulté à prendre contact avec son psychisme. Il y a un moment donné où la connexion ne se fait pas. Il y a, il y a un moment donné où les paroles, même les paroles les plus simples, ne veulent pas venir pour, euh, pour une proposition particulière. Ça ne vient pas. Parce que même quand il y a l'habitude, cette habitude est un peu inopérante dans ce cas-là. Mais pour ce qui est du psychisme, un aveu d'échec n'a rien d'étonnant, n'a rien il ne faut pas le rejeter. Au contraire, il faut l'incorporer. Incorporer l'échec, donc voilà, j'ai trouvé le bon terme, incorporer l'échec pour mieux, pour, pour faire avec, justement. L'échec fait partie de cette opération. Euh, à reprendre son souffle et voilà et à essayer de se repositionner, ne serait-ce que pour prendre la parole pendant encore 5 ou 10 minutes, grand maximum. En tout cas, il y a une, il y a comme une sorte, voilà un terme que je peux utiliser, la désaffection. Ce bâtiment est désaffecté. Et à un moment donné, on est dans une situation de désaffection vis-à-vis de soi-même. On a quitté. Ce bâtiment est désaffecté parce qu'il n'a plus d'utilité sociale, économique, etc. Et du stade de la désaffection au stade de la destruction, il n'y a pas beaucoup de chemin. Donc on peut, c'est un psychisme qui est en phase qui est désaffecté, et en phase de destruction et comment dire, non pas en phase, mais ce qu'il attend c'est d'être détruit. Euh, nous sommes toujours obligés d'avouer que nous ne comptons pas et que nous sommes d'une infime importance. Nous n'avons rien à revendiquer pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler au nom des autres. C'est uniquement ce problème de, de comment en fait faire que euh, qu'on puisse se réclamer d'un instant. C'est uniquement ça, se réclamer d'un instant. C'est comme si toute la journée devait se résumer à 10 minutes, un quart d'heure. Dans cet instant-là, j'étais moi-même. Encore faut-il savoir déterminer le soi-même. Qui suis-je réellement? Contrairement à Taya et d'autres, j'ai cessé de revendiquer une appartenance. J'ai fait, avec ces différentes interventions, un parcours, une progression pour essayer de me délester. Délester, donc, c'est-à-dire s'alléger. On parle d'un délestage. Ça peut être aussi a été délesté, aussi dans un acte de malveillance, il a été délesté d'eux, et il y a le délestage qui
le lestage et il y a le lestage. En tout cas, on se déleste d'un certain nombre d'a priori, d'un certain nombre de récurrences, d'un certain nombre de pesanteurs. Et finalement, à force peut-être de se délester, c'est comme si le ballon, à force de se délester, se retrouvait un peu trop léger. Et à ce moment-là, entamerait une élévation qui n'était pas souhaitée. Tellement léger qu'il monte vers les hautes strates de l'atmosphère. Et ainsi, évidemment, il va rencontrer ce qui est la haute atmosphère, il va rencontrer des conditions mortelles, il va rencontrer des conditions extrêmes. Donc il faut se délester, mais toujours rester en contact, en capacité de retrouver le sol, de revenir un peu vers ce qui est sa matrice première. Encore là, un terme qui est évidemment chargé, la matrice. Si je dis la matrice première, déjà, c'est peut-être comment dire, une chose, la matrice, c'est ce qui est déjà le premier, donc on dit une tautologie, je ne sais pas, en tout cas c'est la matrice. La matrice, c'est obligatoirement la mer, c'est obligatoirement la mer, c'est obligatoirement la terre, et ainsi de suite. Et en fait, donc Taya parlait de sa mère, et il y a un réel, de ma part, un réel, non pas embarras, mais je suis au-delà de l'embarras. Je ne peux pas, d'ailleurs je ne sais même pas si ma mère est toujours vivante, elle est encore vivante ou pas, mais en tout cas, ce rapport continue à la mère. Moi, si je dois me réclamer, c'est peut-être de toutes les mères, et encore, je m'en fiche de toutes les mères. Je me rappelle de cette affiche de film indien que j'avais vu quand j'étais petit, notre mère, la terre. Ainsi que je rencontre, c'est quelque chose, la Pachamama, quelque chose qui me... Non, ça me laisse sans froid. Il y a un moment donné où il faut même peut-être arriver à ne plus prononcer le mot de mère, mais à dire, à appeler la personne, la parente, à l'appeler par son nom, par son prénom. À un moment donné, on n'est plus le fils, on est autre chose, et on ne se réclame pas de façon presque automatique, presque machinale, à la vie, jusqu'à la fin de sa vie, d'une personne. D'ailleurs, dans cette je peux parler là, les gens qui parlent, qui disent, au lieu de dire leur mère, ils disent ma maman. Alors qu'en fait, ils ont dépassé la soixantaine, ils continuent d'appeler leur mère par ce terme affectif, affectueux, la mère, la maman. La maman, les premières paroles de l'enfant. Maman, maman, c'est un peu infantile, ça n'a aucun sens. C'est mère, mère, comme chez les bourgeois. Mère a fait ça, et encore, donc dépassé, et encore je ne peux pas me réclamer de toutes les mères du monde, je dois me réclamer, plutôt si je dois apporter quelque chose, avancer sur la question, me réclamer de ces femmes qui n'ont pas pu devenir mères. C'est là le problème de notre temps. Celles qui ont refusé et qui assument cette décision, très bien. Celles qui n'ont pas pu, parce que la société ne leur a pas laissé d'espace pour cela. Donc il y a d'une certaine façon quelque chose à construire d'autre. La mère, elle n'a pas demandé à être mère. Déjà, donc pour toujours la garder dans ce statut, la condamner à porter cette charge symbolique et autre. Et il n'y a pas pour l'instant de troisième solution. On propose soit la maternité, soit la non-maternité. Et donc, en tant que femme, on ne peut que accepter ou refuser.
la troisième voie ou la quatrième voie qui serait, elle, qui permettrait, souvent dans souvent ce sont des contraintes de carrière professionnelle qui empêchent certaines femmes d'accéder à la maternité, mais la maternité est quelque chose qui obligatoirement arrache des pans de vie à la mère. Donc ce n'est pas tant, ce n'est pas de continuer de revendiquer ce statut d'enfant, son statut d'enfant, son statut qu'on donne à la mère, qu'on répare quelque chose, qu'on lui rend quelque chose. Voilà, donc c'est une obligation naturelle et un peu sociale, mais qui en fait détruit la mère, détruit le corps de la mère. Ce n'est pas, on va pas. Qu'est-ce qui permet, voilà la question. Si on doit parler de soi et en fait ce qui nous intéresse c'est que notre champ intérieur, nos voies intérieures, et que ce qu'on propose c'est de toujours garder le même cadre ou alors avec une petite variation, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a apporté de nouveau. Les récits, finalement, les récits biographiques, autobiographiques finissent par se ressembler. Il y a les cultures humaines, bien entendu, apportent des variations, etc. Ceux qui croient aux forces invisibles, ceux qui ne croient pas, qui n'y croient pas, ceux qui croient à une vie, ultérieure, et ceux qui n'envisagent pas cette solution, cette chose-là. Il y a, je vois que j'ai dans les 45 minutes, ça me paraît complètement absurde, puisque en 45 minutes, j'ai l'impression de ne pas avoir dit grand-chose, mais je dois m'entraîner, je dois prendre la parole, sinon ce n'est pas un pouvoir qui est donné, accordé ad vitam aeternam. Il faut lutter contre soi-même pour arracher les mots de l'endroit où il se cantonne. Et il y a des mots il y a des choses, il y a des discours, il y a des phrases, il y a des images qui résistent, qui font de la résistance avant de pouvoir répondre à votre appel. Comment se passe cette prise de parole et ce saisissement des mots, comment se passe ce processus. On se pose la question à savoir comment, à un moment donné, ce processus paraît aller et se produire et naturellement, presque naturellement, sans trop de difficultés, sans trop de contrariété. À d'autres moments, cela reste difficile, pénible même. Voilà. C'est en fait voilà la conciliation. Cette histoire intimement, on était intimement persuadé d'avoir de la valeur. On arrive intimement à se persuader qu'on n'a pas de valeur. Et il faut essayer de trouver un accommodement, un compromis quelle peut être ma valeur, qu'est-ce que je peux apporter aux autres. Il est évident, est-ce que c'est une parole sans, d'une certaine façon, sans cadre, sans schéma directeur, le terme qui fait rire, schéma directeur,
voilà un exemple des mots qui viennent comme ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire là dans cette exploration, mais bon, pourquoi pas. Schéma directeur. Voilà un terme très pompeux, on va dire programme, pour dire, je ne sais pas. En tout cas, on est en face d'un quelquefois nous devenons mystérieux pour nous-mêmes. Et allez, vraiment mystérieux. Et voilà, donc un peu, quand je parlais de l'intime, la difficulté d'accéder à son propre intime, à son intime premier ou deuxième, pas l'originel, mais celui qui est le cœur de l'intime, comme le cœur du laitue. Il faut en enlever des feuilles avant d'arriver au cœur de la laitue, avant d'arriver au cœur de l'intime. Et, et peut-être nous avons une idée de ce cœur, peut-être nous n'y aurons jamais accès. Peut-être que nous allons rester d'une certaine façon mystérieux vis-à-vis de nous-mêmes. Ah, un mystère. Ah, c'est bien les mystères. Il y en a qui aiment ça. Je ne sais plus à quelle époque c'était les mystères grecs ou les mystères, je ne sais plus. En tout cas, la religion des mystères. Pourquoi pas. En tout cas, cette histoire de mots qui, quelquefois, c'est pas qu'ils ne veulent rien dire, parce que je n'ai pas utilisé, je n'ai utilisé quand même que des mots. Je n'ai pas fait de son ou de bruit. Comme la pitié qui, en fait, prophétisait des choses, et ce n'était jamais très, très clair. Il fallait interpréter. À un moment donné, il y a... c'est intéressant l'idée. Il y a derrière ces mots et leur façon de venir ou de ne pas venir, de s'amener, d'être là et de ne pas être ailleurs. Il y a des choses à interpréter. Dans cette forme un peu foisonnante, mais en même temps un peu mal formé, un peu. Il y a obligatoirement un sens. Comment faire en sorte de prendre tous ces mots, tout ce qui a été dit, et l'articuler pour générer un sens. Je m'arrête là parce que je suis trop fatigué. Cet exercice a été particulier. J'espère en avoir d'autres de particuliers. Cette façon de réagir, c'est... voilà. On affirme qu'on a rencontré une difficulté, mais on se dit, heureusement qu'il y a des difficultés, heureusement qu'il y a des pentes, quelque chose, un horizon complètement plat, ça n'a aucun intérêt. Voilà, quelques mots difficiles justement à monter, difficiles à dépasser. Ce sont il faut être un peu en forme pour pouvoir monter au sommet du mont. Et voilà, il n'y a pas toujours ce fond dont on tire les mots n'est pas toujours à notre disposition. Il peut être dans une certaine... il peut faire la sourde oreille, il peut s'en fiche. Voilà, je m'en fiche. Tu veux que je sois comme ça, que je t'aide, tu veux que je sois avec toi, mais non. C'est pas parce que tu me convoques que je me sens obligé de répondre. Voilà. Ben, très bien. On tentera le coup une autre fois, d'accord?